Suicide, addiction, dépression, la santé mentale des jeunes préoccupe depuis de nombreuses années. Les événements déclenchés le 13 mai renforcent ces inquiétudes. Ce soir, je vous propose de réfléchir à comment penser nos plaies, les récentes et les plus profondes. Nous le verrons, une approche plus traditionnelle de ces mots pourrait nous aider. Ça vous parle? Bonsoir et bienvenue. Conduites addictives, anxiété, psychose et risques suicidaires, voilà quelques-uns des principaux troubles psychiques en Nouvelle-Calédonie. Ils touchent près de la moitié de la population adulte, ce qui en fait un enjeu de santé publique. La jeunesse y est particulièrement sensible. Comment est-elle prise en charge aujourd'hui et faut-il repenser les approches de soins? Une vision plus océanienne est-elle nécessaire? Pour en parler ce soir, je reçois Grégory Simon. Vous êtes psychologue, clinicien et analyste des pratiques professionnelles. À vos côtés, Gérard Sarda, ancien directeur hospitalier. Vous avez tous les deux participé à l'écriture de l'ouvrage collectif Psychologie sur le Caillou. Pour vous, il est nécessaire de redéfinir le concept de la santé mentale au pays et de mieux y intégrer la psychologie autochtone Kanake. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit et pourquoi c'est important. Bonsoir et merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci. Puis au cours de l'émission, pour sa chronique Ça vous anime, Romain nous parlera d'une expérience stupéfiante qui a mis la psychiatrie en PLS. Grégory, Simon, je le disais en intro, les jeunes adultes semblent particulièrement enclins à développer des troubles psychiques. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. Un jeune adulte sur 5 souffre de dépression majeure. L'état de la jeunesse calédonienne est-il plus préoccupant ici qu'ailleurs dans le monde? Oui, au titre de l'exemple qu'on a en France, la population, connue, dans les gestes suicidaires est plus âgée. Alors c'est l'enquête START, hein, qui le dit, ça c'est une Mhm, enquête que tous les Calédoniens peuvent retrouver, mhm. qui a été réalisée par, monsieur Goodfellow et Anne-Cécile Cécile Célessène. Voilà, Célèphène. et on voit qu'effectivement, le taux de suicide est important, dans le pays et la jeunesse effectivement est davantage concernée. C'est une différence avec la France, par exemple. Alors j'ai parlé du taux de suicide et de la dépression. Quels sont les principaux troubles psychiques que vous rencontrez chez les jeunes en tant que psychologue? Heu, non, il peut y avoir des états dépressifs ou des états anxieux, mais il y a quand même, beaucoup de situations, que la psychiatrie, je dirais, catégoriserait, Mhm, psychiatrie classique, oui. catégoriserait comme des états psychotiques aussi. Ça, après des situations d'addiction aussi, et cetera. Mais, on peut donner d'autres mots. Il y a d'autres façons de Mhm. parler On, de on ce va, type de troubles. on va justement Ouais. y revenir. Gérard Sarda, avant d'être directeur d'hôpital, vous étiez au vice-rectorat. Vous avez beaucoup côtoyé cette jeunesse, justement. Ces troubles s'expriment-ils dans le milieu scolaire? Oui, bien entendu. Hélas même. Mais c'est un peu compliqué parce que je crains que les choses se soient aggravées depuis Mhm, quelques années. Et vous parlez de mon passé au vice-rectorat. J'ai travaillé au vice-rectorat entre 97 et 2002. mhm. Donc c'est déjà une période assez lointaine. Autant que je me souvienne des statistiques produites par l'ISEE, mais qui n'allaient pas au point de détail de l'enquête START, Mhm. on avait quand même des taux qui étaient beaucoup moins préoccupants à l'époque. Voilà. Mais ceci dit, oui, Et effectivement sur cette l'école, question. justement, est-ce que c'est un espace justement dans lequel ces troubles Alors, psychiques peuvent être détectés? je crois que le grand souci de l'école aujourd'hui encore en Calédonie, et peut-être de manière plus difficile encore aujourd'hui, c'est qu'elle est égalitaire, mais elle est inéquitable. Après, il y a eu quand même beaucoup d'efforts, je pense. Je m'en souviens au tout début des années 2000, j'ai encore le souvenir de Monsieur Lemenant quand il était principal du collège de Boulary, qu'il avait Monsieur Éric Gay comme principal adjoint et Madame Wamitan Mhm, comme infirmière scolaire. mhm. Eh bien, je vous assure que dans ce collège, à l'époque, toutes les semaines, il y avait un état des lieux précis sur chaque élève et qu'est-ce qu'on faisait. Est-ce qu'on essayait d'obtenir la création d'une structure adaptée? On a beaucoup travaillé avec lui. Il a fait, ça a beaucoup, comment dirais-je, disséminé vers le collège Magenta, vers le collège de Ça a Coutiot, porté ses fruits, ses le graines. collège Oui. Carco, voilà, dans Mhm. quelques collèges. Après, j'avoue que Oui, il y a moi, je encore vous dis, quelques. j'ai un peu levé le pied de Oui, l'éducation oui. nationale, donc j'ose pas Mm. me prononcer. J'ai l'impression quand même qu'il y a des initiatives qui marchent bien.
Alors, Grégory Simon, il y a les jeunes scolarisés, mais il y a aussi, tous ceux, enfin tous les autres. Ils sont parfois très isolés. Est-ce qu'il existe des stratégies justement pour, les repérer, pour prendre en charge ceux qui en ont besoin? Oui, non, mais je crois que dans le pays, il y a tout un tas de structures et de groupes de personnes, et d'ailleurs de personnes, qu'elles soient soignantes ou dans l'éducatif aussi. Mmh. J'accompagne moi les équipes soignantes et éducatives depuis plusieurs années maintenant, et il y a un engagement, et c'est énorme d'ailleurs le travail qu'ils font. Que ça soit au travers les éducateurs, au travers des structures de la DPJEJ, que ça Oui. soit les soignants au CHS. Et puis, donc tout ça, ça existe, les repérages, ça existe. Et puis après, il y a les méthodologies, les outils, les moyens, et cetera qui peuvent être plus ou moins mis en œuvre. Après, on a besoin certainement de penser, qu'est-ce qui nous manque? Comment les jeunes, auraient besoin de se projeter dans une société qui leur ressemble davantage? Qu'est-ce que c'est qu'une personne? D'un point de vue, occidental, par exemple. Mmh. Heu, Quand je dis occidental, ça ne veut pas dire l'Europe aussi, parce que chaque mot a aussi des définitions, des significations et renvoie à une histoire. Qu'est-ce qu'une société, une personne du point de vue, autochtone kanak, du point de vue océanien? Voilà, la psychologie occidentale n'a pas répondu à la question de ce que c'est qu'une personne. Mmh. C'est des théories, qui sont utilisées, qui sont utiles, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des réponses, claires. Heu, vous voyez? Donc bon, on peut développer après davantage Mais tout ça. alors, je oui, Mais du coup, mais sur la prise en charge, alors au-delà de la jeunesse, moi quelle je prise en charge existe aujourd'hui dans le système, de santé calédonien? alors si on parle de la santé, pas forcément l'éducatif là, mais la santé, il y a un ensemble de structures, c'est surtout le CHS Mmh. le CHS Albert Bousquet qui, a des antennes un peu partout dans le pays. Oui. Et puis après, il y a les privés, quelques privés, mais l'accès aux soins, par exemple, pour les psychologues, quand quelqu'un veut consulter un psychologue, c'est compliqué puisque le remboursement est proposé que pour des mutuelles. Ouais. Et puis, les personnes, du coup, ont pas forcément, des fois, la bonne Une bonne orientation. orientation, oui, c'est ce Oui, que j'allais dire. pour aller voir un psychologue Oui. qui pratique telle ou telle thérapie qui puisse l'aider. Mais effectivement, il y a tout un système de santé au travers du CHS qui est intéressant, mais Hem, peut-être, que ça fait 30 ou 40 ans qu'il n'a pas changé. On va, Et on va peut-être on développer, va on va le ouais. développer un peu plus tard. La prise en charge de la maladie mentale, on en parle justement Mmh. avec Romain, c'est la chronique «Ça vous anime». Salut Romain, Salut Chloé, bonjour messieurs. ça va mieux? Ça va mieux, oui, par rapport à la dernière fois, oui, oui, ça va un peu mieux. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il se passerait si vous vous faisiez passer pour un malade mental alors que tout va bien? Vous me répondrez évidemment que non, hein, justement parce que tout va bien là-haut. Eh bien, dans les années 70, il y a un homme qui non seulement était assez fou pour se poser cette question, mais qui en plus l'a expérimenté, donnant naissance à une expérience sociale marquante qui a remis en question les fondements de la psychiatrie, aujourd'hui connue sous le nom de l'expérience de Rosenhan. Rosenhan étant le nom du psychologue qui a mené cette expérience. Alors, cette expérience, publiée en 1973 dans la revue Science, est devenue une critique emblématique des diagnostics psychiatriques. Son objectif était de tester la validité des diagnostics en milieu psychiatrique et révéler les dangers de la déshumanisation dans ces institutions. Alors, de quoi il s'agit? L'expérience, elle se divise en deux parties. D'abord, Rosenhan et ses 7 associés en bonne santé mentale, appelés pseudo-patients, se sont fait passer pour des malades mentaux dans Mmh. 12 hôpitaux psychiatriques à travers les États-Unis. Ils y ont feint des hallucinations auditives, ils ont dit entendre des voix, hein. Et une fois admis, ils ont cessé, hein, de simuler tout ça et ont pris une activité normale, une santé normale, affirmant alors qu'ils se sentaient bien et ne percevaient plus aucune voix. Malgré cela, ils ont tous été diagnostiqués avec des troubles psychiatriques et ont passé en moyenne 19 jours, hein, dans les établissements, certains même allant jusqu'à 52 jours, hein, dans ces établissements. Ah ouais, Et les pseudopatients furent libérés avec des diagnostics de schizophrénie en rémission, alors qu'ils n'ont rien. OK. La deuxième partie de l'étude, elle est encore plus révélatrice en fait, parce que Rosenhan, il a demandé à l'hôpital psychiatrique d'identifier, un autre hôpital psychiatrique, d'identifier des pseudo-patients parmi les admissions qui arriveraient dans les 3 mois. Et sur les 193 patients examinés dans cette période-là, 41 ont été considérés comme des imposteurs et 42 étaient suspects de l'être, hein, mais le twist,
c'est que Rosenhan, il avait envoyé 0 patient, en fait. Ah oui. Donc voilà, des personnes ont été accusées alors que c'était certainement des patients authentiques, quoi. Mhm. La boulette, alors les résultats de l'expérience ont mis en lumière les problèmes majeurs, hein, l'incapacité du personnel à distinguer les personnes saines et malades et les dangers de l'étiquetage. Les observations des pseudo-patients ont révélé une déshumanisation marquée avec une invasion de leur vie privée et un manque d'interaction humaine avec le personnel. Ce personnel même qui parfois interprétait souvent leur comportement normal comme étant un symptôme d'une maladie qui n'existe pas. Mhm. L'expérience a suscité une grande controverse dans le milieu, hein. Certains ont argumenté que le diagnostic psychiatrique est surtout basé sur des symptômes visibles et que c'est plutôt difficile de détecter quand on simule une maladie mentale. Et Oui. d'autres ont suggéré, hein, que les résultats étaient falsifiés ou du moins voilà, embellis, hein, pour soutenir cette expérience. Mais bon, malgré ces débats, l'expérience de Rosenhan reste une pierre angulaire, hein, dans l'histoire de la psychiatrie, soulignant l'importance de réexaminer les méthodes de diagnostic et la manière dont nous traitons les personnes en souffrance mentale. Oui, ça fait peur. Gérard Sarda et Grégory Simon, vous connaissiez cette expérience? Bon, je l'ignorais complètement. Grégory Oui, ça Simon, fait j'imagine que oui. Oui, oui, Oui. oui. Alors, merci d'avoir retrouvé cette expérience qu'on connaît bien dans les milieux universitaires. Effectivement, il refait une deuxième version parce qu'en fait, les psychiatres avaient dit, mais vous nous avez pas dit que vous alliez faire ça. Et du coup, il faut nous prévenir, Ah comme oui, ça, bah oui. on va savoir, Mais sinon, on ça va ne sert plus à savoir rien. différencier. Ouais, voilà. Et c'est ce qu'il dit, il explique ça, hein, voilà, Rosenan explique ça. Et puis, donc, voilà, en fait, il envoie personne, effectivement. Mais oui, ça vient parler de la routine dans ces institutions. Et puis, bon, il y a longtemps, c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui se sont développées dans les hôpitaux psychiatriques depuis, mais bon, il faut faire attention. Et puis, c'est cette routine. Et puis aussi, oui, comment le diagnostic est fait. Alors, surtout si vous dites que vous entendez une voix, là, ça va être difficile Ouais, c'est ça. de C'est déloger. assez Ouais. précis comme. Ah ben, parce que de Il a visé déloger. juste, en fait, hein. Oui, c'est ça. Comment vous allez déloger, sortir de ce regard, vous voyez, que le médecin porte sur vous. Mhm. Et ça pose toute la question de euh, comment on va s'intéresser aux personnes et pas avoir, vous voyez, des théories diagnostiques dans la tête Oui. pour les Mhm. catégoriser. Et comment on s'intéresse aux personnes. Ça, la psychiatrie sociale le fait bien, mais elle n'est pas développée. En tout cas, ici dans le pays, elle n'est pas développée. Et puis ailleurs, pas trop non plus. Bon, on va revenir dessus si vous voulez. Mais Bon. merci, ouais, c'est Merci, super. merci Mais beaucoup de Romain. À rien, la semaine avec prochaine. plaisir, à la semaine pro. Gérard Sarda, dans l'ouvrage Psychologie sur le caillou, dont vous êtes l'un des 6 co-auteurs, vous déplorez justement les limites du modèle occidental sur lequel fonctionne le système calédonien actuel, le système de santé. Quelles sont-elles, ces limites? Ben, je crois que c'est surtout la difficulté qui n'est pas résolue, Mhm. c'est qu'en effet, on plaque, pas Grégory, sûrement pas, mais on a tendance à plaquer toutes les solutions occidentales. Et alors, je dois dire que Grégory est un peu trop modeste, mais au départ, ce livre, Mhm. il a été publié aux États-Unis. Oui. Et en fait, c'est un immense spécialiste américain de la psychologie qui a voulu faire un rassemblement, enfin regrouper toutes les interventions de personnes comme Grégory, qui ont travaillé en Océanie, mais aussi dans les Caraïbes, pour comprendre comment on pourrait utiliser les psychologies de ces pays et pas simplement imposer une norme occidentale Oui. comme on fait aux États-Unis ou en Europe. Alors Grégory Simon, justement, dans cet ouvrage, vous défendez une vision un petit peu plus ethnologique, on va dire, de la santé mentale, de l'accompagnement des patients. Concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Oui, C'est justement pour répondre à ces limites du modèle occidental sur lequel on est calqué un peu? oui, voilà, tout à fait. C'est-à-dire que on peut dire que il y a dans le pays, visualiser des flux d'import-export. Il y a un flux d'importation de connaissances qui est massif, qui provient de la France et des États-Unis aussi, bien sûr, Mhm. en transitant par la France et qui arrive dans le pays. Et ce flux de connaissances, il est appliqué pour effectivement développer des concepts, des pratiques, des méthodologies Mhm. de soins, mais c'est par rapport à
des théories éprouvées aux États-Unis, en Europe, qui sont nourries aussi d'autres choses, mais en tout cas, ça vient De ces pays de ces pays, importateurs, voilà, de ces pays importateurs, Mhm. exportateurs. Exportateurs du Et coup. on importe ces connaissances. En réalité, on ne produit rien de local à ce niveau-là. Mhm. C'est-à-dire qu'on on n'exporte rien parce qu'on ne crée pas. Et créer, ça voudrait dire il serait important de créer des psychologies autochtones. Et alors, psychologie autochtone, ça signifie à la fois autochtone peuple premier, Mhm. psychologie kanak, comme par exemple nos voisins néo-zélandais, les Maoris, ont une psychologie, Kaupapa Maori Psychology, la psychologie selon le principe maori. Ouais. Il y a des pays depuis les années 80-90, vous voyez, ça date, qui ont développé des psychologies locales pour répondre à des besoins locaux. Mhm. Alors déjà, c'est ça la priorité. Ok. Et notamment quand il y a des problématiques intercommunautaires. Mhm. Par exemple, en Inde, il a été indiqué que les psychologies occidentales ne venaient pas résoudre les problématiques locales. Et même au niveau de la méthodologie à mettre en place, on a besoin de créer et de s'inspirer du local. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue possible et d'intégration possible. Mhm. Parce que le but, c'est qu'à un moment donné, il y ait de l'intégration et du dialogue. Mais on a besoin et je pourrais parler de l'ethnopsychologie, l'ethnopsychiatrie de Devreux, c'est un ethnopsychiatre français qui a développé ça, qui était aussi psychanalyste. La question à un moment donné, c'est de se dire, le complémentarisme de Devreux, c'est de regarder une théorie d'un côté, par exemple occidentale, si vous voulez, puis une théorie peut-être autochtone kanak, et de se dire, bon, au début, si on regarde une situation, c'est le même objet, mais l'un va dire c'est vert, l'autre va dire c'est rouge. Mais alors, c'est qui a raison? Mhm. En réalité, c'est que c'est pas au même moment. Donc, il a mis de côté l'approche occidentale psychanalytique pour dire il y a une psychiatrie locale, une psychologie locale, Oui. comme il y a une psychologie kanak. Voilà. Et puis après, pardon, la deuxième acceptation dans les milieux universitaires du mot autochtone, non pas que ça remplace les autochtones peuple premier, mais c'est de dire il y a aussi des psychologies autochtones qui peuvent être produites par une population qui vit ensemble à Mhm. cet endroit-là. Mhm. Parce qu'au fur et à mesure de vivre dans cet endroit-là, ils développent aussi des spécificités par rapport à leur lieu d'origine. Mhm. Voyez. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, on aurait besoin de développer des pratiques. Alors, ça pose deux présupposés. Un, qui est des praticiens kanak et peut-être d'autres communautés. Moi j'ai travaillé avec des traditions kanak, je vais en parler après, je les remercie beaucoup d'ailleurs, qui souhaitent partager des connaissances pour créer de l'intégration Oui. et Oui. mixer des pratiques. Et puis l'autre point, c'est que ça permet à la population calédonienne, quand ils ont besoin d'aide, de voir leur vision du monde se refléter dans les offres de soins qui sont proposées. Oui. Et ça, c'est très important. Est-ce que vous avez des exemples de ces pratiques du coup autochtones, locales, euh, calédoniennes, de l'efficacité de ces pratiques qui se veulent en fait plus globales en fait dans la vision de notre santé Oui, elles se veulent plus globales. Alors, localement, en fait, les psychologues ont fait des efforts pour, effectivement, ils ont faut dire que la formation psychologique, elle se fait en France, ou ailleurs, mais en tout cas, il n'y a pas de formation locale, et elle est très monoculturelle. Donc, il faut dire que même les psychologues kanaks qui vont se former en France ou ailleurs, ils ont des formations surtout monoculturelles, sauf si certains ont fait des formations interculturelles Oui. ou ethnopsychologiques, il y en a aussi. Mais dans le pays, il y a quelques personnes peut-être qui ont ces sensibilités, mais toutes les pratiques restent en marge d'un point de vue occidental Oui. dominant, Mhm. qui est pas qui est utile à certains moments, mais qui C'est- finalement ne répond pas à tous les Mhm. besoins. Et puis même, il y a des écarts civilisationnels, Mhm. notamment la question de la spiritualité. Vous parliez du local, pardon, il faut que quand même je la cite, Christine Croiset qui développe une psychiatrie psychologie communautaire sur l'IFU, ça À c'est l'IFU. intéressant. Mhm. Moi j'ai réalisé des recherches, au début accompagnées par Paris, et puis de manière complètement indépendante ensuite, en échangeant moi-même avec des liens des personnes avec qui je me suis lié d'amitié, et que je remercie, je peux peut-être les Bien remercier sûr, maintenant. oui. Alors voilà, les co-auteurs. Donc vous êtes euh, 6 à avoir oui, coécrit. oui. Alors, Il y a 2 il y tradipraticiens a deux dont vous parliez tradipraticiens. justement. Voilà, donc John Dewey Goropo Jewe, Pays Pachichamuki. Moi, j'ai passé 2 ans
de manière discontinue, hein, Mmh. un mois par-ci, un mois par-là, ou quelques semaines. Sur le terrain, j'ai commencé mes travaux autour des rituels de deuil et de comment une personne pouvait accéder avait des ressources pour résoudre son deuil en pays Païchi. Mmh. Côte Est, hein. Et puis, donc voilà, John Dewey, du clan vieux, le clan ancien Chameao, donc c'est important de le dire, Mmh. voilà, qui appartient à ce clan-là, c'est les clans anciens de la chefferie, donc Te Kanake. Et puis je remercie, c'est important que je le fasse aussi, tant qu'on est au pays Paichi Chamuki, Bwechu à tous les Paichi, je remercie le conseil coutumier Paichi Chamuki, j'ai Mmh. présenté mon travail moi, en 2013, et je remercie la grande chefferie de Napoué, qui m'a voilà, accompagné et valide enfin en tout cas accompagne, soutient les travaux. Certains éléments de ma recherche figurent dans ce livre, mais après c'est plutôt un autre livre sur le deuil qui parle de cette recherche-là. Et puis, pardon, je voudrais citer mon ami Yves Béalogoni du pays Haute-Mawab, Pays Haute-Mawa qui est plutôt. tradipraticien et D'accord. anthropologue et qui participe aussi, avec qui j'échange depuis longtemps. On a été copilote du plan de santé d'Okamo, d'un atelier ensemble, avec Douy aussi d'ailleurs. D'accord, alors tous Ouais. les 2 sont praticiens dont on parlait, Oui. donc vous en parlez dans votre ouvrage. En quoi ça consiste exactement? Qui sont les gens qui vont les voir? Quelles sont les pratiques, qu'ils ont? En quelques mots, s'il vous plaît. Alors, ils sont plus légitimes à parler eux-mêmes de leur Mmh. pratique. Cependant, ils sont légitimes tout court. Ce que je peux dire, c'est que euh, tout le monde sait en Calédonie qu'il y a un système de santé en parallèle du système de Voilà. santé Mmh. publique, Mmh. ce sont des réseaux de praticiens, où il y a des orientations, etc. C'est finalement la psychiatrie, la psychologie kanak, C'est si vous voulez. ça, Bon, d'accord. qui y va, tout le monde, même des personnes non autochtones, peuvent aller les voir. C'est parce que c'est ça, nous, notre propos, c'est que euh, la psychologie occidentale, au niveau international, peut être considérée dans les mouvements de psychologie autochtone et est considérée comme une psychologie culturelle aussi, et donc autochtone. Et donc, elle a de l'universalisme, mais elle a aussi des spécificités, cette psychologie Oui. occidentale. Mmh. Et c'est la même chose dans la psychologie kanak. Je voudrais le préciser, parce que c'est très important. Il ne faut pas se dire que, tiens, une psychologie autochtone kanak, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui répond aux besoins des Kanaks. Oui, ben, principalement, et c'est ça la priorité peut-être, parce que on sait que ce type de psychologie donne des réponses aux blessures aussi coloniales et Mmh. postcoloniales, et puis aussi promeut un bien-être Qui peut parler à tout le qui monde peut et qui parler à tout le peut monde. Et c'est oui. ça que je voulais dire, Mmh. c'est que il y a des spécificités, bien sûr, mais il y a aussi de l'universalité dans Mmh. cette psychologie. Gérard Sardal, des synergies existent-elles, avec la psychologie occidentale dans les hôpitaux? Alors, dans les Parce hôpitaux, que ces approches sont complémentaires, on oui, l'a dit. absolument. J'ai eu la chance de travailler donc sur Koumak et Poindimier. À l'époque, Koné n'existait pas encore. On en parlait, mais bon, c'était qu'un projet. Et je peux vous dire que les médecins qui à là-haut, j'entendais d'ailleurs l'autre jour le docteur Lefebvre de Koumak Oui, qui prenez sa retraite. prenait sa Mmh. retraite et qui a été je dirais, un des piliers de cet hôpital pendant 35 ans de sa vie ou quasiment. Mmh. Et, et si vous voulez, lui, il travaillait très clairement avec les tradis praticiens, c'est-à-dire quand il recevait un patient, la première question qu'il posait, c'est qu'est-ce qu'il t'a dit ton tradit Oui, praticien. donc Donc, si vous c'est, voulez, voilà, impliqué dans les pratiques, c'est, absolument, absolument. Alors, reconnu. cela dit, à Point-Limier également, alors je me souviens plus de son nom, ça, vous me pardonnerez, c'est la mémoire, mais il y a eu un médecin qui est arrivé très jeune et qui est resté là-bas, je pense qu'il y est toujours. Et c'est pareil, il a beaucoup travaillé avec les clans, avec les tradis praticiens des clans et tout. Donc, si vous voulez, ça existe, mais c'est pas généralisé et ça tient à quelques personnalités, Oui. malheureusement. Mmh. Alors, plus globalement, les hôpitaux sont-ils prêts à faire soin commun avec, les tradis praticiens, à l'instar justement de la vision politique du destin commun? D'accord, merci, oui. Pour cela, il faudrait que ça soit porté par un plan de santé Mmh. public. C'est se demander, est-ce que la DAS joue ce rôle de plan de santé public? Est-ce qu'il oriente? Est-ce qu'il peut maintenant orienter un plan de santé public autour d'un point fondamental? Parce que selon la conception kanak, qu'est-ce qu'un être humain? Il a une partie spirituelle. Mmh. Les conceptions occidentales ont tendance, pour des raisons historiques, on pourra expliquer si vous voulez un jour, mais se sont détachées de certaines notions spirituelles. Cette notion spirituelle, ça va même au-delà, il y a des mots kanak, des concepts qui en parlent, ça va au-delà du mot spirituel, qui est un mot aussi qu'on peut recentrer dans son contexte européen, mais il est bien ce mot pour la vision kanak, mais on peut parler de l'être aussi. Mmh. Voilà, l'être à l'intérieur de l'homme,
Douy en parle très bien dans ce livre, L'aveu Harou. Oui. Et puis, c'est cette identité-là qu'on a besoin petit à petit d'intégrer, de connecter aux pratiques justement occidentales. Et l'idée, c'est que tout ce qui est invisible peut être connecté, les Mhm. voix, les êtres, etc. Comment on travaille avec ça? Il y a des pratiques occidentales qui le font déjà, mais ce n'est pas assez. Le personnel soignant n'est pas formé avec toute leur Mhm. bonne volonté. Bon, ça. Ensuite, le deuil, pareil, il y a une ethnopsychiatrie, on pourrait dire comme ça, ou une psychologie autochtone kanak, une psychiatrie kanak. Comment elle peut venir aussi aider les Oui. institutions? Mhm. Et ça, il faut voir avec les personnes légitimes et concernées. Et puis, comment on pratique un soin commun? C'est déjà la santé mentale. Mentale, le mot correspond pas assez bien selon l'entendement kanak et peut-être même dans le monde. C'est bien de parler de l'être. La vision de l'être, selon la conception kanak, et le concept de vie, est très intéressant et important. Parce que ça tend à ramener vers un équilibre, l'équilibre du mot Maui, qui est la paix et la tranquillité. Voilà, ça c'est déjà important dans la conception traditionnelle. Et puis, le soin commun, c'est par exemple pour les deuils, avec les souffrances très très dures et très douloureuses qu'on a en ce moment dans le pays. Oui. La première question qu'on peut se poser, c'est oui, ok, les personnes décédées, pour ceux qui sont Kanak, et puis les autres, il y aura des rituels adaptés. Il y a les rituels, les ressources communautaires et les rituels autochtones qui sont là, qui vont porter évidemment les personnes endeuillées, qui vont les accompagner. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment ce deuil, il est collectif, comment il est pays, ce Oui. deuil pays. Et c'est ça, la moindre des choses, ce serait que, par exemple, la mairie de Douméa, l'État ou des collectivités proposent à ces familles des commémorations collectives, où tous les Calédoniens sont invités à commémorer collectivement ce décès. Parce qu'en général, les familles, ça les aide, ça. Mhm. Ça les Oui. aide énormément. On le sait dans toutes les catastrophes, qu'elles soient naturelles, civiles, sociales, etc. C'est technique, c'est très important. C'est si les familles sont d'accord. Voilà. On Ça doit a leur être proposé. Merci. Merci. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Malheureusement, le temps nous manque. Mm. Merci beaucoup à mes invités, Grégory Simon et Gérard Sarda, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que votre livre, Psychologie sur le caillou, est disponible à Calédo Livre ou même en format numérique sur Storyme Compagnie. Pardon. Rémi Compagnie. Voilà, et puis merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Toutes nos émissions sont disponibles également en replay sur notre site internet. Bonne soirée à tous sur Calédonia. Merci.